Alors, ma première question, c'est est-ce que tu te souviens un petit peu de l'origine de ce qui précède à la série? Ce qui m'a amené à écrire la série. Ouais, Ouais. J'ai des choses à dire là-dessus. dis-moi. En fait, ça a commencé avec une idée qui m'est venue un jour, tout d'un coup. Je me suis demandé, j'ai presque vu la Tour Eiffel en bois blanc. Et je me suis dit, tiens, l'image est amusante, sauf que je l'ai imaginé de nuit avec une belle pleine lune et puis même une sorte d'écho entre le bois blanc et la lune, etc. Et cette vision, cette image m'a amené à imaginer le Paris des Merveilles. C'est vraiment parti de cette idée-là. Savoir pourquoi est-ce qu'elle serait en bois blanc, qui l'aurait construite, pourquoi, comment. Et je suis arrivé à cette idée d'un Paris qui est à la fois réaliste et féerique. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la série, qui le redécouvrent avec les rééditions Folio, est-ce que tu peux nous la décrire en quelques mots? Il y a plusieurs mondes qui coexistent. Alors voilà, c'est ça. L'idée, c'est que j'ai imaginé que dans notre monde à nous, celui dans lequel nous vivons, le monde des fées, le monde des contes de fées, le monde de la féerie, et de l'autre côté, le monde réel, si je puis dire, se sont lentement séparés, comme deux continents qui dérivent et qui s'éloignent. Et c'est pour ça que nous avons des contes de fées, mais qu'on les a oubliés et que nous ne vivons plus avec du petit peuple ou des licornes et des dragons. Et l'idée, c'est, et si au lieu de s'éloigner, ces deux continents s'étaient vraiment rapprochés, et comme deux continents s'étaient frottés et mélangés. Et de là, l'idée du Paris des Merveilles, qui est un point de passage entre notre monde et celui des fées, qui, dans la mythologie que j'ai imaginée, s'est révélé au lendemain des guerres napoléoniennes aux hommes. Et depuis cette époque, fées, humains et licornes, dragons, etc., vivent, sinon en bonne intelligence, du moins vivent ensemble et se partagent un Paris qui, à l'époque où je m'y intéresse, à savoir le Paris du début du XXe siècle, le Paris de la Belle Époque, et donc un Paris qui est à la fois haussmannien mais féerique. Et dans la cohabitation, comment ça se passe entre les... Alors, il y a parfois des soucis, ça, qui en général donne les intrigues des romans, puisque tout ne va pas pour le mieux. Et puis de toute façon, les fées ou les gnomes sont, j'ai envie de dire, des gens comme les autres, et donc il y a chez eux aussi des crimes de droit commun, des meurtres, des assassinats, des vols, des cambriolages, et donc autant d'affaires sur lesquelles mes deux héros peuvent être amenés à enquêter. Tu peux nous en parler de tes deux héros? Alors le premier, c'est Louis Denisard Hippolyte Griffon, qui est un mage. Il vit depuis longtemps sur Terre. Longtemps, il a vécu caché comme tous les autres mages, selon la loi qui les régissait. Puis à partir du moment où le monde des fées s'est révélé officiellement aux hommes, là, les mages qui vivaient parmi les hommes ont pu, à leur tour, avoir pignon sur rue. Donc Louis Denisard Hippolyte Griffon est un homme qui a déjà 500 ans, même s'il n'en paraît que 40. Il a de la bouteille, il a vu beaucoup de choses. Ça ne l'a pas rendu amer ni aigri, mais philosophe, dirons-nous, sur les faiblesses humaines. Et notre Griffon, qui donc est un mage et qui tient un cabinet, Louis Denisard Hippolyte Griffon, sur rendez-vous uniquement, on vient le consulter, soit pour des affaires qui relèvent de la magie, soit pour lui demander d'enquêter sur des phénomènes mystérieux. Et c'est comme ça que commence le premier roman, avec un homme qui vient faire appel à ses services. Et il se trouve que l'enquête qu'il va mener va l'amener à croiser le chemin de la baronne Isabelle de Saint-Gilles, qui est une enchanteresse étant une fée qui a vécu si longtemps sur Terre qu'elle a perdu l'essentiel de ses pouvoirs, mais perdu les faiblesses que les fées ont. Les deux là, alors que ils se sont déjà souvent croisés, ils se sont aimés, ils continuent à s'aimer, mais ils ne peuvent pas vraiment se supporter. Et en plus, la baronne a un caractère de cochon qui rend la cohabitation parfois un peu difficile. Et il faut toute la patience de Griffon pour passer outre. Donc ces deux-là vont mener une enquête ensemble dans une ambiance que j'espère assez vive. L'intrigue marche beaucoup à la péripétie. À chaque fois que j'écris une série, en général, je fais référence soit à un style littéraire, soit à une école de littérature romanesque que j'aime bien. Et là, je pensais beaucoup aux feuilletonistes du début 20e, fin 19e. Et il y a du Maurice Leblanc et du Arsène Lupin dans mes intrigues du Paris des Merveilles, ou du Gaston Leroux et Rouletabille. Enfin voilà, c'est cette école-là que j'aime bien. Avec par exemple des adresses aux lecteurs. De temps en temps, je m'adresse directement aux lecteurs et vous souvenez-vous de ce qui se passait au chapitre temps, retrouvons nos personnages. Voilà. J'adore ça. C'est dans le ton.
Il y a un plaisir en tant qu'auteur de remodeler un petit peu Paris. Il y a une ligne de métro qui permet de passer entre les deux mondes, Tour Eiffel dont tu parlais. C'est assez amusant de décaler un univers qu'on connaît bien, surtout quand, comme pour le Paris des Merveilles, les choses finissent par aller de soi. C'est-à-dire que c'est très anecdotique, mais quand j'ai commencé à réfléchir à ce Paris des Merveilles, déjà, je me suis beaucoup intéressé à une école d'art que j'adore, qu'on appelle l'école de Nancy quand on habite Nancy ou qu'on appelle l'Art Nouveau quand on habite ailleurs. Et l'Art Nouveau est extrêmement floral, il est même féerique. Dans Le Seigneur des Anneaux, je parle du film, Elrond, il vit purement dans l'école de Nancy, quoi. Donc ça colle vraiment bien. J'ai aussi une grande admiration pour Mucha, ou Mourra, selon comment on prononce. Et les femmes qu'il peint sont des enchanteresses, ce sont des fées. Moi, ça me paraît évident, quoi. Donc tout ça collait beaucoup dans l'univers que je voulais retranscrire. Et ajoute à ça que c'est le début de l'électricité, qu'on appelait la fée électricité. L'absinthe, c'était la fée verte. Ouais, donc plein de choses comme ça qui commencent à bien coller et qui confortent l'auteur dans l'idée qu'il tient peut-être un truc intéressant. Et ensuite, oui, c'était amusant d'imaginer une station de métro tout en faïence blanche et bleue comme l'étaient les anciennes, sauf que celle-là a pour terminus le pays des fées et Ambremer et l'Outre-Monde. Un petit mot sur l'intrigue ce coup-ci du premier tome. Alors, le premier tome commence donc par une affaire qui semble finalement assez anodine. Un homme s'étonne des gains extrêmes qu'un de ses clients, dont l'homme est le directeur d'une salle de jeu à Paris, et un joueur a joui d'une chance qui dépasse vraiment la statistique et demande à Griffon d'enquêter dessus. Ce qu'il va faire, évidemment l'affaire est loin d'être aussi anecdotique, tout ça cache un trafic d'objets d'art et d'objets magiques auquel la baronne de Saint-Gilles est mêlée. Ajoutez là-dessus les services secrets russes, 2 ou 3 gargouilles sanguinaires, un sorcier maléfique, et vous avez une intrigue du premier tome. Tu as fait plusieurs séries, c'est un plaisir de poursuivre des aventures avec des personnages, de les retrouver. Souvent, oui. Déjà parce que le développement, alors du point de vue purement pratique, le développement d'un univers, ça prend du temps et on a rarement l'occasion de tout mettre dans le premier volume. Et je pense même qu'il ne faut surtout pas tout mettre dans le premier volume. C'est-à-dire que même lorsqu'on imagine un univers très riche, très développé, avec toute une mythologie, un panthéon, un bestiaire, etc., il faut vraiment résister à la tentation de vouloir tout mettre dans le premier. Il ne faut vraiment utiliser de son univers que ce qui sert l'intrigue, quitte à laisser beaucoup de choses sur le côté. Parce que si on ne fait pas ça, si on veut vraiment tout mettre, on finit par avoir plutôt des extensions de jeux de rôle, des sourcebooks que des romans. Or, un roman, c'est d'abord une histoire qu'on raconte à un lecteur. Donc, il faut se contenter de ce qui sert l'intrigue. Du coup, on peut se retrouver avec de la matière qui reste, des éléments de l'univers à développer qui paraissent intéressants dans le cadre d'une intrigue, et les tomes 2 ou les tomes 3 permettent de le faire. Il y a aussi le plaisir moi j'aime bien ça, c'est si j'écris une trilogie, en fait mes 3 romans peuvent se lire indépendamment. Si on lit les 3, il vaut mieux les lire dans l'ordre. Mais souvent, ce que je fais, c'est que chaque roman a une intrigue qui est bouclée, mais il y a une métatrame, il y a quelque chose qui se développe dès le premier et qui va aboutir à la fin du 3. J'aime bien ces constructions-là qui à la fois satisfont une lecture complète de la trilogie, mais permettent aussi une lecture morcelée, parcellaire du texte. Est-ce que ça veut dire qu'on les retrouvera un jour, nos 2 enquêteurs ? C'est pas impossible du tout. Pendant longtemps, ça l'était pas pour des raisons de droit. Il y avait un volume qui était encore exploité par un éditeur, un autre dont les droits se baladaient un peu. Depuis que tout est rassemblé et est paru chez Brajlon, c'est beaucoup plus simple pour moi. J'aime vraiment cet univers pour plein de raisons. L'une étant que j'ai mis dans ces livres tout ce que j'aime. Griffon, c'est moi si j'étais courageux. Isabelle de Saint-Gilles, c'est ma femme idéale. L'univers, j'adorerais y vivre tel que je décris. Aussi bien pour ce qui est de la mode que du décor, de l'architecture. Enfin, j'adore cette époque. Donc y retourner pour avoir le plaisir de nouveau donner vie à Griffon et à Isabelle de Saint-Gilles, ouais, je le ferai. Mais c'est pas dans les tuyaux. J'ai encore d'autres choses à écrire. Mais c'est... plus que possible, c'est probable, mais pas immédiat. Je termine justement avec ma dernière question. Sur quoi tu travailles ? Dans l'actu, il y a le Haut Royaume 3 qui arrive.
Voilà, c'est là-dessus que je travaille. Je suis en train de l'écrire. Je dois le rendre cet été pour qu'il paraisse à la rentrée. En plus, au Royaume, c'est une série qui me tient à cœur parce qu'elle est un peu, mais qui est un peu atypique dans le paysage de la fantasy, dans sa construction. C'est-à-dire que mon idée, c'est de raconter l'histoire d'un monde au travers différents volumes, mais voire même au travers différents personnages. Donc les 2 premiers tomes ne sont pas les 2 premiers tomes d'une trilogie. Déjà, c'est un diptyque, ce qui est commencé au début du 1 s'achève à la fin du 2. Et là, ce que je commence au Royaume 3 est en fait plutôt le début d'une nouvelle trilogie qui va raconter une guerre en 3 volumes. Et ce sera donc HR3, HR4 et HR5. Donc j'ai du travail. Parfait, merci beaucoup.